Alors, bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer avec des remerciements. Donc, je remercie d'abord l'École des Chartes et le Centre Jean Mabillon qui m'a accueilli pendant mes recherches durant ces 3 années et qui m'a donné l'occasion d'être ici ce soir pour vous en parler. Mes remerciements vont tout particulièrement à Olivier Poncet, à Patrick Arabert et à Frédéric Duval qui m'ont aidé à mener à bien mon projet, ainsi que à Mathilde Henriquet et Pascal Campeotto qui m'ont accompagné dans les aspects techniques de la mise en ligne du texte que je vous présente aujourd'hui. Donc, l'édition et l'étude du livre de Justice et de Play ont été possibles grâce à des financements qui m'ont été accordés, comme Frédéric l'a mis en évidence tout à l'heure. Et justement, je souhaite aussi remercier ces institutions, donc la ville de Paris, le LabEx Aztec et l'Université franco-italienne. Je commencerai en vous présentant le livre de Justice et de Play, l'histoire de son édition, le manuscrit qui le conserve, pour arriver enfin à l'édition désormais disponible en ligne. Donc, l'ouvrage que nous connaissons sous le titre de le livre de Justice et de Play est une compilation juridique rédigée en français, tout probablement dans la région d'Orléans autour de 1260. Ce texte est mentionné quasi systématiquement dans tous les manuels d'histoire du droit français, où il figure à 2 endroits plutôt précis. Alors, tout d'abord, dans les sections qui sont consacrées à la renaissance du droit romain dans l'Occident médiéval, donc une renaissance déterminée principalement par la redécouverte autour du XIIe siècle des compilations latines voulues par l'empereur Justinien, donc l'ensemble des compilations latines qui composent le Corpus Juris Civilis, que je me permets de rappeler ici. Donc ces compilations, l'ensemble de cette compilation avait été longtemps oublié, et c'est justement à partir de la fin du XIe siècle qu'elles réapparaissent et qui commence l'ensemble de traductions françaises notamment. Donc, le livre de justice, nous le verrons mieux plus tard, présente un assemblage assez original des titres tirés du Corpus Juris Civilis et plus particulièrement du digeste, autrement connu comme Pandect, qui est l'élément le plus étendu du corpus. Le plan du livre de justice suit très fidèlement celui du digeste, et dans les rubriques du manuscrit, le digeste est explicitement cité par le compilateur en tant que source. Et les citations du digeste font référence à la tripartition selon laquelle il était normalement connu au Moyen-Âge, donc le digeste vieux, le digeste ancien et le digeste neuf. Donc ensuite, deuxième point où on retrouve souvent évoqué le livre de justice, c'est au moment où il est question du développement des études juridiques à Orléans. Alors bien évidemment, même s'il faut nuancer l'application de l'interdiction du pape Honorius III, et notamment de la Decretale Super Speculum, qui interdisait l'enseignement du droit à Paris et dans les alentours pour protéger l'enseignement de la théologie, c'est vrai que les études juridiques se sont développées de manière importante à Orléans à partir des années 1230 pour s'épanouir ensuite, et donc à un moment qui est très proche de la date de composition du livre de justice.
Donc, de ce fait, le livre de justice semble se situer dans un contexte qui est très favorable. Il apparaît donc à une époque et dans une région dans laquelle l'intérêt pour le droit est très vif. De par son caractère composite, ce texte s'avère aussi intéressant pour étudier la circulation et l'assimilation du droit savant, donc le droit roman, et notamment pour comprendre mieux ses rapports avec la coutume écrite. Donc, malgré l'importance qui lui ont toujours accordé les spécialistes de droit, l'absence jusqu'à présent d'une édition intégrale fait que malheureusement nous n'avons pas d'études complètes sur l'ensemble de la compilation ni sur ses sources. Donc le livre de justice, comme vous savez, n'est pas complètement inédit. L'histoire de son édition commence au début du XIXe siècle et il commence avec Henri Klimrath, un historien de droit d'origine alsacienne, célèbre surtout pour sa carte de la France coutumière. Donc, il avait consacré sa thèse de doctorat à l'étude historique du droit et à son utilité pour l'interprétation du Code civil. Il considérait en effet que le Code civil était modelé sur le droit coutumier. Donc, Klimrath avait ainsi formé le projet de donner un corps complet des coutumiers du Moyen-Âge, projet pendant lequel il avait entrepris l'étude de plusieurs manuscrits, mais qui était malheureusement resté inachevé à cause de son décès prématuré. Donc, la transcription préparatoire du livre de justice et de plaie, commencée par Klimrath, est reprise quelques années plus tard par Pierre-Nicolas Rapetti, docteur en droit et professeur au Collège de France, qui en donne une édition partielle en 1850. Alors, cette édition est une édition qui nous livre seulement la moitié du livre de justice, car dans les travaux préparatoires de Klimrath et ceux de Rapetti portaient principalement sur la connaissance des coutumes. Donc, les deux avaient donc négligé toutes les parties du livre de justice qui suivent de manière plus fidèle les sources savantes. Alors, avant de rentrer dans les détails des sources, ce graphique, ce camembert, vous donne une idée de l'étendue de la partie éditée par Rapetti. Donc, c'est la partie que vous trouvez ici à droite, et de celle qui était jusqu'à présent inédite, donc la partie en gris. Nous pouvons déjà donc distinguer les sources principales qui composent l'ouvrage. Donc d'abord la partie du droit coutumier, cette partie centrale qui représente les sections qui sont compilées à l'aide des crétales et donc qui relèvent du droit canon. Ici en bas, une partie qui contient des dispositions qui sont tirées du corpus juris civilis et tout particulièrement le digeste, mais dans lequel le compilateur s'est livré à un remaniement flagrant de la source, notamment par le fait d'avoir attribué des dispositions latines à des officiers qui étaient originaires de la région orléanaise et qui étaient actifs à son époque. La partie en gris représente par contre les parties qui sont plus fidèles au texte source latin et donc dans lesquelles l'intervention du compilateur est beaucoup plus limitée ou voire inexistante. Donc le livre de justice est une œuvre anonyme.
Donc nous n'avons pas d'informations à propos de son auteur, même si plusieurs hypothèses ont été formulées. Donc, dans l'introduction de son édition, Pierre-Nicolas Rapet présente ce travail comme la rédaction plus ou moins soignée des notes recueillies par un étudiant. Donc, il s'agirait plutôt, à son avis, d'une sorte de cahier rédigé par un étudiant de droit de l'Université d'Orléans qui, sans vouloir faire simplement un travail personnel, se serait consacré à la mise à l'écrit des cours de droit qu'il recevait et des coutumes qui étaient en vigueur à son temps. Donc, étant donné les nombreux passages incohérents de ce texte, cette hypothèse se révèle sans doute une hypothèse séduisante. Alors, cependant, même si l'Université d'Orléans pouvait se prévaloir d'une liberté plus importante par rapport à d'autres établissements, notamment par le fait que, contrairement à l'usage général, l'enseignement était en français, le droit coutumier n'était enseigné ni à Orléans ni ailleurs. Donc c'est à partir de ce constat que plusieurs spécialistes d'histoire du droit, parmi lesquels Paul Viollet, Jean-Baptiste Brissot et Henri Stein, se sont opposés à l'hypothèse formulée par Rapet en préférant plutôt attribuer l'ouvrage à un praticien de droit. Donc ainsi, selon Brissot, il faudrait plutôt voir dans le livre de justice un coutumier orléanais rédigé par quelques praticiens, peut-être un bailli comme Pierre de Fontaine. Donc, en 1918, dans le but d'approfondir les recherches concernant l'auteur du livre de justice, Henri Stein a fourni une contribution importante en identifiant les personnes, notamment les officiers, cités tout au long de cette compilation. Alors, son travail permet de mieux comprendre le milieu dont il était issu le compilateur, ainsi que la vocation de l'ouvrage. En dressant cette liste, Stein identifie deux catégories d'individus qui sont strictement connectés. D'un côté, des personnes ou des officiers royaux dont les opinions ou sentences sont rapportées à titre d'exemple et de documents. Donc, par exemple, des officiers de l'époque comme Étienne de Saint-Cyr, Jean de Beaumont, Geoffroy de la Chapelle, Jean le Monnoyer, Renaud de Tricot, etc. Et deuxième catégorie, des individualités qui ont été l'objet de décisions ou de jugements prononcés par les représentants de l'autorité royale. Donc finalement, après avoir effectué des recherches sur les personnes les plus citées au cours du livre de justice, il pose de manière explicite la question de son auteur. Donc, il se demande, n'est-il pas permis de penser que l'auteur doit être cherché parmi les jurisconsultes qui ont atteint l'âge mûr vers 1250-1260, qui ont eu des relations plus particulières avec le Gâtinais, l'Orléanais, le Clermontois, le Beauvaisis et le Vexin normand, et ont connu de près certains membres du Conseil du roi. Le texte, évidemment, ne manque pas de faire de références explicites à Orléans et d'autres localités, et aussi à d'autres localités qui peuvent appuyer ces relations, tant dans la partie éditée déjà par Rapet que dans la partie dont je me suis occupée. Donc, Stein arrive enfin à attribuer le livre de justice à Philippe de Rémy, bailli du comté d'Anjou en Gâtinais, mort avant 1265, poète, administrateur et juriste, ainsi que père du célèbre Beaumanoir qui rédigea les coutumes de Beauvaisis. Donc cette hypothèse est finalement celle qui se lit plus tard dans l'histoire du droit privé français de Hurliac et Galzenig,
dans lequel on retrouve effectivement cette idée d'attribuer le livre de justice à un officier royal qui peut être Philippe de Rémy. Pour arriver enfin aux conjectures plus récentes, cette attribution paraît pourtant pas convaincante par Jordaning, qui souligne le fait qu'il reste en tout cas assez étonnant que dans l'ouvrage de son fils, on retrouve pas la présence du livre de justice et donc aucun écho à propos du travail qui aurait été accompli par son père. Donc, en tout cas, ce qu'il reste évident est qu'il s'agit très probablement d'un compilateur qui était issu du même milieu. Donc, pour mieux comprendre l'apport du compilateur du livre de justice et comment son époque l'influence dans la composition de ce texte, je vous propose ici un petit exemple de remaniement. Alors, dans ce cas, le compilateur s'est limité à faire des substitutions explicites. Alors, par exemple, vous avez donc ici sur le côté gauche des extraits du livre de justice qui figurent déjà dans l'édition de Repetti et le texte latin qui est à la base ici à droite. Donc, le compilateur du livre de justice a ici opéré des substitutions adaptant les sentences latines à la fois au contexte politique. Donc, le prêteur latin est devenu ici le roi Louis, et attribuant les dispositions des jurisconsultes latins à des officiers de son époque, notamment ici Jean de Beaumont, qui était conseiller du roi et actif dans le cabinet avant 1260. Alors, dans d'autres cas, nous avons des interventions de nature légèrement différente qui peuvent être un peu plus fines, comme des petites idées ajoutées, ou des changements au niveau de la localisation géographique. Donc, notamment, tous les noms géographiques latins ont été substitués par des références à la région orléanaise ou à Paris, ou parfois encore des interventions qui sont plus importantes et qui comportent l'insertion de gloses explicatives. Donc, en tout cas, dans toutes ces interventions, on voit bien la tentative d'appropriation du droit savant et, en l'occurrence, du digeste, ainsi que l'ancrage territorial et l'attention pour un public orléanais. Donc, sans avoir trop le temps ici de développer cette partie, alors je voudrais simplement vous signaler que les recherches qui ont été auparavant menées par Henry Stein à propos de l'identification des personnes citées à l'intérieur du livre de justice m'ont donné l'occasion de constituer une base de données prosopographiques qui est reliée à l'édition de ce texte. Donc, comme la plupart des personnes qui sont citées dans le livre de justice ne disposaient pas de notices d'autorité disponibles sur VIAF ou sur d'autres référentiels, je me suis occupée de la constitution d'un petit corpus de notices d'autorité qui sont disponibles librement en ligne dans un entrepôt GitHub et qui ont aussi constitué le corpus de base d'une véritable base de données créée à travers un système de contenu qui elle aussi est disponible en ligne
à l'adresse que vous voyez notée ici. Donc, ce système gère l'intégralité de la chaîne éditoriale, donc à partir des notices au format EACCPF XML que vous avez vu dans le PowerPoint précédent, jusqu'à la visualisation en ligne, et permet aussi de télécharger les notices prosopographiques. Donc, avant, comme des liens ont été mis en place entre cette base et le texte de l'édition en ligne, cela permet d'avoir des renseignements plus rapides pour le chercheur qui est en train de lire le texte et qui voudrait donc des informations plus précises sur les personnes qui sont citées à l'intérieur de sentences. Et en plus, chaque notice prosopographique permet de retracer le travail accompli par Stein, c'est-à-dire que toutes les références bibliographiques qui avaient été utilisées par cet auteur ont été retrouvées à travers la bibliothèque numérique Gallicae. Donc des liens sont mis en place pour pouvoir aller directement vers la bibliographie. Donc en revenant au texte du livre de justice, au cours de ces 3 années de recherche, je me suis posé plusieurs questions, et notamment je me suis posé la question de la fréquence des remaniements et de l'importance des remaniements accomplis par le compilateur. J'ai ainsi dénombré le nombre d'interventions du compilateur sur l'ensemble des 20 livres qui composent le livre de justice, des interventions plus légères, comme nous avons vu tout à l'heure, donc des simples substitutions dans l'attribution des sentences, jusqu'aux interventions plus marquées, c'est-à-dire l'adjonction des gloses explicatives. Donc, en effet, on constate que les interventions ne sont pas menées de manière uniforme sur l'ensemble de 20 livres qui composent l'intégralité du livre de justice, mais ils se concentrent surtout dans les 10 premiers livres. Donc, dans cette partie... Excusez-moi, je remarque maintenant que vous ne voyez pas la flèche. Donc, disons que la plupart des interventions sont concentrées dans la toute première partie de l'ouvrage, jusqu'au livre 9, c'est-à-dire dans la partie qui puise directement à la section du digeste vieux. Deuxièmement, dans la partie qui concerne l'inforcial, alors que dans la dernière partie du livre de justice, les interventions deviennent beaucoup plus rares et donc manifestement manifestement ce type de situation met en évidence comme en quelque sorte ce projet initial a eu un changement important au cours de l'ouvrage. Donc il paraît que le projet de remaniement flagrant du droit qui avait très bien démarré dans les premiers livres, donc dans la direction plutôt d'acclimater la coutume orléanaise aux institutions en place à la moitié du XIIIe siècle. Donc ce projet qui est mené en large partie sur les extraits qui sont tirés du digeste vieux s'arrête progressivement dans les livres successifs et il est presque absent dans la dernière partie.
Alors, curieusement, au moins dans 2 occasions, le livre de justice manifeste la coexistence des 2 tendances. Autrement dit, au moins à 2 endroits, le texte propose à la fois un paragraphe qui suit fidèlement la sentence latine et le même passage, mais remanié. Alors cela peut être aussi encore un signe d'un projet qui est resté en quelque sorte inachevé ou qui a changé en cours de route. Donc évidemment, tous ces signes peuvent nous faire penser par exemple à l'intervention de 2 compilateurs différents avec des ambitions différentes, dont le premier aurait plutôt insisté sur le remaniement du texte et le deuxième plutôt sur l'organisation d'une compilation organisée faisant l'état de l'ensemble du digeste, mais cela ne reste qu'une hypothèse parmi d'autres. Donc honnêtement, je crois que nombre de questions restent ouvertes à ce propos, tant ce qui est du compilateur que à propos du destinataire de cet ouvrage, dont nous n'avons pas non plus d'indication. Donc par contre, ce qui ressort sans doute de manière plus claire à partir de l'édition intégrale du texte est que le compilateur du livre de justice n'a sans doute pas travaillé directement sur l'intégralité des sources savantes latines qu'il cite. Donc, il a plutôt puisé dans des traductions françaises du Corpus Juris Civilis et des Decretales qui circulaient à son époque. Alors, plus précisément, tout d'abord, on retrouve un extrait d'une version abrégée des Decretales, donc c'est la version, c'est l'extrait que vous voyez dans la colonne numérotée 10 en jaune. Et cette partie est une partie qui relève justement d'une version abrégée qui n'est conservée à ma connaissance que dans un seul manuscrit conservé à la bibliothèque de Bourg-en-Bresse. Pour ce qui est du digeste qui constitue la partie centrale et plus importante du livre de justice, les extraits qui sont tirés du digeste vieux, donc en gros les 9 premiers livres du livre de justice, semble relever d'une traduction différente par rapport aux 3 autres traductions identifiées par Lorenzo Mainini dans un article consacré au digeste vieux et par Frédéric Duval dans son recensement sur l'ensemble des traductions françaises et occitanes du Corpus Juris Civilis. Donc malheureusement les traductions répertoriées ne sont pas utiles pour l'établissement du livre de justice, ce qui est particulièrement dommage car, surtout pour ce qui concerne ces 9 premiers livres, le texte du livre de justice est assez difficile à lire et le lecteur devra très probablement s'aider avec le texte latin afin de pouvoir suivre les sentences. Pour la partie qui relève de l'Anfortia, donc pour les livres 11 et 12 du livre de justice, les extraits qui sont conservés dans notre ouvrage relèvent dans ce cas-là de la même traduction qui est conservée dans 2 autres manuscrits, un manuscrit qui est conservé à Bordeaux et un autre manuscrit qui est conservé à Rouen, qui, eux, transmettent l'intégralité de la traduction française de l'Anfortia. Alors je reviendrai plus tard sur cette question, mais pour le moment, il suffira de rappeler
que dans le livre de justice, contrairement aux manuscrits qui sont conservés à Rouen et à Bordeaux, les sentences de Lanforsia sont soumises à des changements sensibles dont les plus évidents consistent à gommer ou à actualiser les renvois explicites à l'époque de la compilation du texte latin. Donc, comme par exemple la transformation ponctuelle des lois anciennes par les lois royales, ce qui fait que par exemple, l'ex Cornelia devient la loi que le roi Philippe fit. Donc la liberté du compilateur du livre de justice à l'égard de cette partie de Lanforsia se manifeste aussi dans la sélection et l'organisation des dispositions. Donc la traduction de Lanforsia qui est contenue dans le livre de justice nous montre que ce texte était rédigé dans un but différent et destiné à une circulation plus restreinte par rapport à celle des traductions auxquelles il puise. Enfin, pour ce qui est des derniers livres du livre de justice, donc du livre 13 jusqu'au livre 20, ces derniers livres conservent des extraits d'une traduction française du Digeste 9 qui semble aujourd'hui perdue et dont l'existence est attestée dans la librairie de Charles Sand. Il paraît donc que pour cette traduction, le livre de justice est le seul témoin fragmentaire. Or, il n'est évidemment pas impossible que le compilateur du livre de justice soit également le traducteur d'une de ces sources savantes. Mais tout au moins pour l'ensemble de digestes que j'ai analysé de manière plus approfondie, plusieurs éléments nous montrent que le livre de justice contient l'œuvre de plusieurs traducteurs. Donc, cela peut être mis en évidence d'abord sur le plan structurel, c'est-à-dire que les extraits du digeste qui relèvent du digeste vieux, donc la première partie de l'image que vous avez à nous, présente la particularité d'être introduit par l'incipit latin, alors que dans les parties qui relèvent de Lanforsia et du Digeste 9, cette particularité disparaît. Donc évidemment, il s'agit là aussi d'un changement de projet et qui se manifeste donc d'un point de vue formel assez évident. Ensuite, si on compare de manière plus attentive l'ensemble des trois parties du digeste, on peut retrouver des autres particularités, donc notamment l'analyse des locutions et de la manière de rendre en français certains adverbes latins permet d'opposer de manière évidente les passages traduits d'après le digeste vieux à ceux tirés de Lanforsia et du digeste 9. Donc, nous y retrouvons donc des solutions qui sont très différentes et qui permettent de mettre en évidence le travail probablement d'au moins deux traducteurs qui font des choix de traduction différentes. De même, en ce qui est du lexique, on voit apparaître des solutions différentes qui opposent d'un côté le digeste vieux et de l'autre Lanforsia et le digeste 9, qui ont des solutions qui vont le plus souvent de pair.
Donc nous pouvons donc en conclure que les trois parties du digeste médiéval utilisées dans le livre de justice ne relèvent pas d'un seul et même traducteur français. Donc, il faudra donc reconnaître l'intervention d'au moins 2 traducteurs différents, voire 3. Donc il faudra également prendre en compte que le fait que ces textes relèvent de différents traducteurs peut aussi s'accompagner du fait que tous ces textes ont eu une circulation manuscrite indépendante qui peut avoir des conséquences importantes aussi sur leur qualité textuelle. Mais je reviendrai d'ici peu sur ce point. Donc je passe ensuite à vous présenter le seul témoin que nous avons du livre de justice de Play. Donc, c'est-à-dire que le livre de justice n'est conservé que par un seul manuscrit qui porte la cote 2844 du Fonds français de la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'un manuscrit, un parchemin, un manuscrit de grand format, dont, d'après les données que nous pouvons tirer à partir de l'écriture et du décor, ce manuscrit semble avoir été copié presque au même moment ou peu après le moment de la rédaction du texte. Donc nous n'avons pas d'informations ni à propos du commanditaire, ni à propos des possesseurs anciens de cet ouvrage, de ce manuscrit. Le texte principal du livre de justice est précédé par 2 autres petits textes. Donc tout d'abord, une rédaction de l'ordonnance de 1254 sur la réformation des mœurs, et ensuite une copie de l'ordonnance sur la procédure du prévôt de Paris et de celle sur l'interdiction des gages de bataille dans le domaine royal. Alors ces textes figurent aussi au début d'un autre texte très célèbre qui est connu normalement comme les établissements de Saint-Louis, même si il ne s'agit pas d'un texte strictement connecté avec Saint-Louis, mais plutôt d'un coutumier qui concerne les régions du Maine et de l'Anjou. Donc là, dans le projet, dans l'intention du compilateur du livre de justice, ces textes liminaires semblent avoir formé un projet cohérent, car le compilateur y fait allusion au cours du 20e livre du livre de justice. Donc, le lien est donc directement établi par le compilateur, mais on remarquera aussi que les 9 premiers livres du livre de justice présentent des traits linguistiques en commun avec les textes liminaires qui ouvrent le manuscrit. Donc, par ailleurs, si dans l'ensemble, l'analyse de la scripta permet une localisation dans le centre-ouest du domaine de Île, les premiers livres se démarquent par la présence de quelques traits marqués, dont la localisation est plus périphérique et qui se raccordent notamment avec les données que nous avons à propos des textes liminaires. Donc, en ce qui est du décor de ce manuscrit, donc l'ensemble de son décor est plutôt simple, et il donne un peu l'impression d'un décor peu homogène, parfois peu soigné, qui semble avoir comporté l'intervention de plusieurs mains, tout au moins pour l'utilisation des modèles légèrement différents.
quelques éléments précis, comme notamment l'indéterminaison des initiales, l'emploi des petits E de grenouille que vous trouvez à côté des initiales majeures, ainsi que la présence de quatrefeuille et quintefeuille dans les initiales et dans les réclames, se retrouve aussi dans d'autres manuscrits réalisés à Paris et dans l'ouest de la France vers la moitié du XIIIe siècle. Donc, vous en avez ici d'autres exemples qui ont été gentiment signalés, mais pour l'instant nous n'avons pas retrouvé d'autres manuscrits qui présentent les mêmes formes et qui puissent donc relever du même atelier du manuscrit qui contient le livre de justice. Alors, je vais vous parler ensuite un peu de la qualité du texte que nous pouvons lire dans ce manuscrit. Donc, l'ensemble de ce manuscrit est l'œuvre d'un seul copiste qui fait preuve d'une inattention parfois soutenue, ce qui constitue donc une difficulté importante dans le cadre d'une édition fondée sur un manuscrit unique. Donc, cependant, l'analyse de l'ensemble du livre de justice nous révèle que les passages fautifs ne semblent pas être distribués de manière uniforme sur l'ensemble du texte, mais que leur fréquence change sensiblement en fonction des sources employées. Donc, autrement dit, en fonction des sources, donc en fonction des différentes parties du digeste et aussi en relation aux parties qui relèvent des décrétales, nous avons une fréquence différente de passages fautifs, ce qui montre que, en quelque sorte, les défauts qui étaient déjà présents dans les textes de départ dont notre compilateur se servit sont restés dans le produit final de son travail, et que donc cela a une influence plus ou moins sensible sur ce que nous pouvons lire aujourd'hui. Une autre difficulté du texte, et qui est probablement connectée aussi à la qualité de ce source, réside dans le système de ponctuation du manuscrit. Alors, contrairement à d'autres manuscrits juridiques de l'époque, le manuscrit français de 1844 présente l'emploi d'un système de ponctuation minimal et non systématique qui peut aisément entraîner des contresens. Donc, ce qui peut être aussi très gênant dans un texte de droit. Donc, en effet, il n'est pas rare de trouver des longs paragraphes sans ponctuation qui correspondent à 2 ou 3 paragraphes différents dans le texte latin, ou à l'inverse, 2 paragraphes bien délimités par la ponctuation ou par les pieds de mouche, mais qui correspondent à un seul paragraphe dans le texte latin source. Donc, ce système est assez mouvant d'une source à l'autre de la compilation, ce qui peut justifier davantage l'idée que le compilateur a gardé les traces, les particularités de chaque source qu'il a utilisée. Donc, il faudra reconnaître aussi que la copie de ce texte peut constituer un piège pour un scribe. Déjà, en latin, la nature quelque peu redondante des sentences de digeste favorise la répétition de mots identiques à peu de distance l'un de l'autre. Alors, comme vous voyez dans le petit extrait à l'écran,
Alors, je mis en évidence, en soulignant les mots qui se retrouvent très proches l'un de l'autre et qui peuvent donc constituer une sorte de piège pour le scribe qui peut dans cette situation être amené à faire des sauts du même au même, c'est-à-dire à copier le texte en passant d'un mot identique à l'autre et donc en perdant une partie de la phrase qu'il voulait copier. Donc ce type de situation, c'est-à-dire la récurrence d'un même mot à plusieurs reprises à l'intérieur des sentences est très fréquente et peut donc occasionner des fautes par un scribe qui a la tendance à être assez peu attentif. Donc, quand le livre de justice n'est conservé que par un seul témoin, c'est seulement à travers l'édition des livres 11 et 12, c'est-à-dire les livres qui contiennent la traduction de l'Amphortia, que nous pouvons effectivement juger de la qualité textuelle du manuscrit de 1844. Que les manuscrits de Bordeaux et de Rouen montrent combien notre manuscrit est corrompu et permettent d'appuyer des nombreuses corrections. Alors, pour vous montrer un petit campionnaire des situations auxquelles l'éditeur doit faire face, vous retrouvez ici un choix de passages qui présentent. Alors vous avez d'abord le texte, la citation d'après le livre de justice, ensuite la correction qui pourrait être proposée selon un des deux témoins qui contient l'intégralité de la traduction de l'Amphortia, donc R pour Rouen et B pour Bordeaux. Alors dans les exemples que vous voyez ici à l'écran, la solution qu'on trouve dans le livre de justice est une solution incompréhensible et incohérente. Alors notamment dans le premier exemple, il s'agit d'une erreur à partir de la mauvaise, probablement occasionnée par la mauvaise lecture d'un tracé ou d'une abréviation. Donc le copiste devait normalement indiquer un nom propre, alors que la solution qui en résulte est peu compréhensible. Donc également dans le deuxième exemple, vous êtes dans ce type de situation. Pour chacun de ces exemples, vous avez aussi le texte latin qui était à la base, mais qui n'est dans ce cas-là pas strictement nécessaire, car nous sommes face à des solutions qui sont incohérentes et qu'il est possible de corriger grâce aux autres deux manuscrits. Donc le texte latin sert simplement pour supporter une fois de plus une intervention. Nous avons ensuite des autres situations. Donc, par exemple, dans les exemples au point 2
la solution proposée dans le livre de justice est une solution qui reste compréhensible, même si, c'est-à-dire que les mots qui sont indiqués par le copiste sont des mots qui existent et qui sont compréhensibles dans ce contexte, même si la phrase qui en résulte n'a pas trop de sens. Donc la solution est donc à retrouver plutôt dans les deux manuscrits qui servent de contrôle et aussi dans le texte latin. Les passages qui sont dans les deux exemples 3 relèvent d'une situation qui est parfois un peu plus difficile, car nous sommes dans ce cas face à des phrases, à des segments qui restent, qui sont compréhensibles et cohérents, mais qui s'éloignent beaucoup du texte latin qui était à la base. Donc dans ce type de situation, même si nous avons des solutions différentes dans les manuscrits de Rouen et de Bordeaux, et dans ce cas-là, des solutions qui sont proches du texte source latin, il résulte difficile de corriger le texte du livre de justice, car du point de vue de la traduction, de la tradition textuelle, nous ne savons pas si le défaut que nous lisons aujourd'hui se situe simplement dans le manuscrit, donc dans le manuscrit de 1844, ou bien si ce défaut se produit au moment de la rédaction du livre de justice, ou bien encore s'il faut remonter à la source que le compilateur avait utilisée. Donc, dans ce troisième cas, qui est aussi un cas qui se présente de manière très fréquente lorsque nous retrouvons des sceaux du même au même, notamment par le fait que parfois ces sceaux sont des sceaux qui n'empêchent pas la compréhension du texte, mais qui permet tout simplement de alléger en quelque sorte les sentences. Et donc là aussi, il est difficile de savoir si vraiment il s'agit d'une omission volontaire ou plutôt d'un défaut de copie. Donc pour démêler une partie de cette situation, au moins pour ce qui concerne les livres qui contiennent la traduction de l'Inforsia, on pourra donc profiter des versions qui sont fournies par les manuscrits de Rouen et de Bordeaux. Je reprends ici le stéma d'un article auquel je travaillais avec Frédéric sur la tradition de l'Inforsia. Et justement, comme je voulais vous expliquer, la difficulté réside dans le statut à attribuer au manuscrit de 1844. Donc la difficulté est de savoir s'il s'agit d'un original qui contient les défauts de copie qui étaient déjà présents dans ce source, ou bien d'une copie qui n'a fait que accentuer les défauts qui étaient déjà très probablement présents dans l'original. Donc je suis plutôt en faveur de cette seconde hypothèse, et c'est donc selon cette idée que je suis intervenue sur le texte. Donc j'arrive donc enfin à la présentation de l'édition qui, depuis hier soir, est disponible
est disponible à travers ELEC. Donc, alors je ne vais pas y accéder tout de suite, mais vous pouvez déjà le faire. Donc il s'agit d'une édition complétée car elle reprend les parties qui avaient déjà été éditées par le premier éditeur, donc par Pierre-Nicolas Repetti en 1850, tout en les intégrant avec les sections qui étaient jusqu'à présent inédites. Donc, quand le premier éditeur avait déjà fourni la structure de l'œuvre, notamment en imprimant aussi les rubriques des sections qui n'avaient pas finalement édité, il nous est paru raisonnable de reprendre la structure de son édition papier pour créer l'édition électronique. Donc, en parcourant le texte, vous trouverez des conventions typographiques différentes qui permettent d'identifier rapidement l'apport de chacun des éditeurs. Donc voilà. Donc par exemple, les parties éditées par Repetti sont imprimées en noir, alors que les parties dont je me suis occupée sont imprimées, sont affichées en bleu. Donc, dans les sections éditées par Repetti, vous trouvez des crochets carrés qui renvoient directement à la page de l'édition papier, alors que dans celle de mon édition, ces mêmes crochets sont utilisés plutôt pour indiquer le folio du manuscrit. Dans les sections dont je me suis occupée, j'ai gardé toujours de manière explicite la référence au passage latent du digeste, ce qui permet très rapidement de pouvoir repérer le texte latent et donc d'effectuer tout de suite un contrôle sur le texte source pour étudier les changements et tout ce qui concerne la traduction du texte. Vu les difficultés que ce texte pose, je suis honnêtement assez réaliste et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une édition définitive. Donc d'un côté, les avantages de l'édition numérique permettent certainement de pouvoir y retoucher. D'autre part, l'ensemble de l'édition et donc aussi les parties qui avaient déjà édité par Repetti mériteraient d'être reprises et parfois précisées. Pour ce qui est du texte d'un point de vue technique, il s'agit d'une édition XML-TEI qui contient pour l'instant un balisage relativement exigu, donc sauf les renvois vers la base prosopographique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le balisage met en évidence principalement la structure de l'ouvrage, donc la division en titres, chapitres, paragraphes, ainsi que les interventions des deux différents éditeurs. Il pourrait ainsi être précisé en prenant en compte le renvoi direct vers le manuscrit ou en mettant en évidence d'autres éléments matériels, philologiques ou de contenu. Ensuite, le système de gestion de fichiers
pourrait lui aussi proposer la possibilité d'effectuer des recherches à l'intérieur du texte, ce qui pour le moment n'est pas possible, mais en tout cas les fichiers sont téléchargeables et donc il est possible d'effectuer des recherches à travers des outils externes. Donc dans cette édition, dans la version qui apparaît en ligne, j'ai cherché à rendre compte des incohérences majeures qui figurent dans le texte, mais j'ai laissé en suspens toute une série de problèmes textuels qui ne sont pas traités dans les notes de bas de page, mais qui feront plutôt l'objet d'une version papier. Donc cette version numérique présente donc un apparat qui est minimal et qui rend compte des interventions qui ont été faites sur le manuscrit. Donc, toutes les interventions sont ici explicites, mais ce qui manque, c'est plutôt toutes les notes qui servent plutôt à discuter la traduction par rapport au texte latin et toutes les notes explicatives qui pourront aussi trouver place dans une édition papier avec également une partie d'introduction et un glossaire. Il y a un problème parce qu'on voit pas l'édition. C'est resté sur le PowerPoint. Non, c'est pas grave, on suivait, mais alors comment on fait? Ah ben désolée, j'étais convaincue que vous la voyez très bien, donc. Est-ce qu'on peut clore le PowerPoint ou pas? Vous en avez besoin après ou pas? Non. Je fais ça? Ah bah oui. Alors, oui, comme je vous disais tout à l'heure, mais non, c'est peut-être plus parlant. Effectivement, les interventions des deux différents éditeurs sont mises en évidence à travers des moyens graphiques. Donc, par exemple, pour les parties dont je me suis occupée, on a choisi un affichage en bleu, alors que les parties qui avaient déjà été éditées par Repeti sont affichées en noir. Tout simplement pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'apparat. Donc, les interventions sont affichées dans les notes de bas de page et les interventions que vous retrouvez ici dans l'édition numérique sont seulement une partie de l'ensemble il s'agit de toutes les interventions qui ont été faites sur le manuscrit, mais c'est seulement un apparat minimal par rapport à l'ensemble des notes philologiques qui concernent cette édition. Les numéros que vous trouvez ici affichés dans ce type de parenthèse sont les références directes au texte latin. Donc à partir de cette référence, il est possible de retrouver rapidement le texte du digeste pour toutes les comparaisons. Vous retrouvez également dans l'édition en ligne une partie d'introduction qui résume un peu la présentation du texte que je vous ai faite ici, ainsi que une introduction concernant
concernant la lecture de texte et donc les interventions plus importantes que je fais dans la phase de transcription et d'édition du texte. Et vous avez également des points de repère en ce qui est de la bibliographie et enfin aussi le lien pour accéder à la base prosopographique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions sur ce projet qui était vraiment très, très ambitieux et qui est presque mené à bien, parce qu'on attend encore la version papier, qui sera la version qui fera vraiment autorité avec un glossaire et tout l'apparat scientifique complet. Y a-t-il des questions ? D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette introduction passionnante à ce texte déjà très connu. C'était juste deux petites curiosités au fait. Lorsque vous faites un graphique des remaniements, vous mettez ensemble les remaniements et les gloses. Je voulais savoir quelle était la fréquence relative, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé des gloses, donc comment sont faites un peu ces gloses dans ces textes, et quelle est un peu la part relative de notre remaniement et glose, et s'il y a une cohérence, disons, dans la distribution. Et ensuite, j'étais un peu curieux par le fait qu'il y a une numérotation discontinue par rapport aux parties plus digestes. Est-ce qu'il y a des suppressions? Là, quand on regardait le cadre livre, ça sautait de temps en temps. Donc, je voulais savoir s'il y a des suppressions et quelle est la nature des suppressions. Ok. Alors concernant la première question, effectivement j'ai utilisé le terme de glose d'une manière pas trop précise, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gloses qui sont externes au texte, mais plutôt de gloses qui sont à l'intérieur du texte. Alors, dans l'ensemble des remaniements, la plupart des remaniements sont des remaniements ponctuels qui concernent donc la substitution des noms propres, tant pour les personnes que pour les noms géographiques, ou l'insertion de petites précisions. J'ai utilisé le terme de glose lorsque, à l'intérieur du texte figure une partie plus ou moins étendue qui n'a pas de rapport direct avec le texte latent, mais qui a donc été insérée en tant que précision. Cela se manifeste de manière plus fréquente dans les parties qui ont déjà été éditées par APECT et beaucoup moins dans les parties dont je me suis occupée. Lorsque j'ai essayé de représenter cela sur un graphique, j'ai comptabilisé le nombre d'interventions au total. Donc, je n'ai pas évalué le degré d'importance de ce type d'intervention. Je me suis simplement limitée à comptabiliser combien d'interventions il y avait dans chaque livre pour essayer en gros de comprendre quels étaient les livres où il y avait plus d'interventions par rapport aux autres. Pour le choix des sections du digeste, effectivement, oui, c'est vrai, et il y a des sauts, c'est-à-dire l'ensemble des 20 livres du livre de justice reprend le plan du digeste. Le digeste était composé de 50 livres, donc en général, à quelques petites exceptions près, les extraits sont rapportés selon l'ordre du digeste, mais il y a eu évidemment une sélection, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du livre de justice, ne sont pas présents. N'est pas présent tout l'ensemble du digeste, mais le compilateur a fait des choix en fonction de la manière où il voulait organiser sa compilation. Oui, et est-ce que j'ai bien... Oui, ok.
d'autres curiosités? Merci beaucoup pour cette présentation qui donne effectivement envie de se plonger dans un texte qui n'est pas si facile que ça, mais qui finalement, sous la couleur française, on n'attendrait pas nécésairement. Moi j'avais une question de pure curiosité pour le coup, alors, sur votre prédécesseur, sur Rapetti. Je voulais en savoir un petit peu plus sur ce qu'était ce personnage, cet éditeur, ce qu'il avait édité comme autre texte, pourquoi lui avait-il trouvé un intérêt à ce texte, comment est-il venu à rencontrer ce manuscrit. D'accord. Alors, j'ai mené quelques petites recherches sur lui. Je sais qu'il était d'origine italienne, il était né à Bergame, mais après il a vite déménagé en France. Son père avait déjà fait des études de droit et notamment il avait enseigné pendant quelques années à l'université de Turin, donc cela m'a particulièrement marqué. Après, donc je sais. Je ne sais pas vraiment s'il s'est occupé d'autres textes du point de vue de l'édition. Je sais qu'il a repris ce travail et dans l'introduction du livre de justice, il dit que effectivement, même partant de la transcription préparatoire de Klingrat, il avait décidé de s'intéresser à l'ensemble du manuscrit. Donc il dit avoir déjà une transcription de l'ensemble. Donc, il avait déjà accompli des travaux en plus par rapport à ce qui apparaît finalement dans l'édition. Mais après, il n'a pas publié d'autres... il n'a pas complété son édition et donc le travail est resté en l'état. Merci. Je pense qu'on souhaite qu'il y ait une révision complète un jour du texte, c'est ça? Oui. Ça va avoir quelques années de travail. Oui. Mais, le problème de l'édition de Rapetti, c'est qu'elle obéit à des normes qui sont plus celles qu'on utilise aujourd'hui. Oui. Donc pour une interrogation, encore plus au Rogel, ça serait bien de revoir ça. En plus, il modifie un peu les graphies. Il modifie, oui, il adapte un petit peu les graphies. Et puis, surtout à la lumière de la partie de l'Inforcia qui est conservée dans les manuscrits de Rouen et de Bordeaux, il est possible de préciser la partie qui avait déjà été éditée par Rapetti. Lui, il a l'habitude de placer ses conjectures dans des parenthèses à l'intérieur de l'édition. Et le plus souvent, lorsqu'on compare le texte qui est transmis dans les autres deux manuscrits, on voit effectivement qu'il avait que ces suppositions étaient exactes, donc la correction qu'il proposait est appuyée par les autres manuscrits. Mais à plusieurs endroits, lorsqu'on regarde son édition, on voit bien que lui et probablement son prédécesseur aussi ont eu ont eu eux aussi des problèmes au moment de l'édition. Donc on retrouve plusieurs passages où il y a des points, parce qu'ils n'ont pas transcrit le texte, ils n'ont pas osé non plus proposer une solution. Donc là, je ne vais probablement pas tomber sur le bon passage, mais ça arrive relativement souvent. Donc je pense que de manière plus générale, une révision de l'édition de Rapetti serait très bien et pourrait donc préciser toutes ces parties qui sont restées d'une certaine manière inachevées. Une question? Non. Bien, merci beaucoup pour cet exposé. Pour l'utilité de cette édition qui va servir à de nombreuses personnes.